Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Au Yémen, un gouvernement de salut national a été formé. Le leader d'Ansar Allah, M. Abdul Malik al-Houssi, a félicité dans un discours le peuple yéménite à l'occasion de l'anniversaire du 49e anniversaire de l'indépendance du Yémen. Abdul Malik al-Houssi a félicité également le peuple yéménite pour la formation d'un gouvernement de salut national. Il a appelé en fait les Yéménites à manifester pour apporter leur soutien à ce gouvernement de salut national. Même son de cloche de la part du chef du comité suprême de la révolution qui est composé d'Ansar Allah, également de ses alliés, très particulièrement les partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, qui lui aussi a félicité la formation de ce nouveau gouvernement au Yémen et a appelé les Yéménites à poursuivre leur résistance. Mais on va en fait procéder à un décryptage de la formation de ce gouvernement, les réactions étrangères à cela, les réactions de l'ONU, les réactions des pays, plutôt des monarchies arabes du Golfe Persique, et dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités de marque. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Le chef du comité suprême de la révolution du Yémen a appelé les Yéménites à poursuivre la résistance face à l'agression. Le chef du comité suprême de la révolution, Mohamed Ali al-Houssi, a félicité dans un communiqué la formation d'un gouvernement de salut national et a appelé les Yéménites à poursuivre la résistance. Il a souhaité que les membres de ce gouvernement puissent obtenir la confiance du Parlement et qu'ils mettent fin aux interventions des ennemis en renforçant la résistance chez la population. La coalition de l'agresseur saoudien a provoqué une crise de manque de liquidité à travers le pays pour venger ses échecs répétitifs sur les champs de bataille. Le gouvernement de salut national devra alors entreprendre des mesures économiques urgentes pour réduire les effets de cette crise, a dit Mohamed al-Houssi, pour lequel l'ennemi joue ses dernières cartes militaires et économiques. La patience et la foi en Dieu conduiront le peuple yéménite vers la victoire, a-t-il souligné. Le gouvernement de salut national a été formé lundi 28 novembre par Abdelaziz Ben Habtour avec 42 membres. Selon les analystes politiques, la formation du dit gouvernement constitue un revers de plus pour Riyad, qui a déclenché la guerre contre le Yémen sous prétexte de faire ramener au pouvoir le gouvernement démissionnaire de Abd Rab Hadi. Le gouvernement de salut national est le fruit de l'unité retrouvée entre Ansar Allah et le congrès populaire de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Et en ce sens, il incarne un front national créé face aux agresseurs. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission, le débat consacré, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, à la formation de ce gouvernement de salut national au Yémen. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités de marque. J'ai avec moi pour cette émission au téléphone un avocat international, analyste politique qui est depuis Beyrouth, M. Arnaud Rodevelay. Également, j'ai avec moi pour cette émission, le débat, la directrice de programme pour Shafaqnar depuis Londres, Madame Catherine Chakdam, analyste politique et spécialiste des questions internationales. Je les salue depuis Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran, et on va partir tout de suite à Londres pour rejoindre Madame Catherine Chakdam et entamer notre débat. Madame Chakdam, comme première question, quelle est la portée, l'importance de la formation de ce gouvernement de salut national au Yémen, surtout dans le contexte actuel? Je dirais que c'est une déclaration d'indépendance, vraiment, contre l'Arabie saoudite et contre la guerre qui a été menée par l'Arabie saoudite sur le Yémen. Et bien entendu, c'est une affirmation, je dirais, du droit souverain de la nation yéménite. Et bien sûr, la résistance a réussi à affirmer et à renforcer ce droit souverain que les Yéménites ont de décider de leur futur politique.
Et je pense que l'Arabie saoudite maintenant réalise, ou j'espère qu'elle va réaliser très bientôt, qu'elle a perdu sur le plan politique, qui était vraiment la raison d'être, je dirais, de cette guerre, ou du moins c'est ce que l'Arabie saoudite a prétendu. Et bien sûr, le Yémen vient de déclarer une victoire, pas seulement politique, mais je dirais institutionnelle, parce que bien sûr, ce vide qui existait de par la guerre qui a été menée contre l'Arabie saoudite depuis bientôt presque 2 ans, a vraiment été terminé, je dirais, le 20 novembre. Maintenant que le Yémen a un gouvernement qui fonctionne, un gouvernement qui a été légitimisé par la résistance et par le soutien que le peuple du Yémen a apporté et continue d'apporter au mouvement de résistance du Yémen, qu'il faut dire est un mouvement qui vraiment a coupé à travers à travers la politique du Yémen. Il y a beaucoup de partis, il y a toutes les tribus du Yémen supportent ce mouvement. C'est un mouvement populaire qui, bien sûr, de facto est légitime. Merci. Monsieur Devolé, en fait, c'est vrai, comme l'a dit Madame Chakdam, la formation de ce gouvernement de salut national n'a absolument pas plu au régime saoudien, à tel point que Riyad et de ses alliés, infimes d'ailleurs, parmi les monarchies arabes du Golfe Persique et plus précisément les pays membres du Conseil de coopération du Golfe Persique, envisagent désormais, suite à cette tentative, de placer le nom d'Ansarallah du Yémen, en fait, sur la liste des groupes terroristes, Monsieur Devolé. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, je pense que Riyad est en train de réaliser que la situation lui échappe à tous les niveaux. Elle pensait par le biais de 150 000 sorties aériennes de bombardement depuis 2 ans maintenant avoir soumis le peuple yéménite à son désir de soumission. Et il n'en est rien. Et en fait, c'est tout le contraire qui est en train de s'opérer devant nos yeux. Et on assiste à une mobilisation de toutes les forces démocratiques et légitimes du Yémen dans une grande coalition, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays dans la région. C'est une déclaration d'indépendance, mais une déclaration aussi, une forme d'appel à tous les peuples de la Terre qui se sentent opprimés. Que rien n'est impossible avec la foi, avec la discipline, avec la vision. On peut tout faire, on peut déplacer des montagnes, et ce gouvernement de salut national est la dernière preuve en date de ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur partout dans le monde. Et, Madame Chakdam, on peut bien comprendre la réaction de Riyad, parce que vous l'avez dit, c'est une déclaration d'indépendance par rapport au Riyad. On peut bien comprendre l'animosité du régime saoudien à l'encontre du peuple yéménite, sinon le régime saoudien ne lancerait pas cette guerre d'agression contre le Yémen. Mais Madame Chakdam, comment peut-on expliquer la réaction de l'ONU? L'émissaire spécial de l'ONU pour le Yémen, M. Ismail Ould Sheikh Ahmed, a déclaré que la formation d'un gouvernement de salut national au Yémen empêcherait la réalisation de la paix dans ce pays. Je trouve ça très intéressant comme déclaration de l'ONU, mais il faut vraiment comprendre l'ONU comme une espèce c'est vraiment une extension de l'Arabie saoudite, ou je dirais même plutôt de ses financiers. L'ONU existe aujourd'hui parce que l'Arabie saoudite soutient l'ONU financièrement. On a vraiment vu ça cette année quand, par exemple, l'ONU a essayé de critiquer l'Arabie saoudite pour ses violations contre les droits de l'homme. Et bien entendu, l'Arabie saoudite a réagi en menaçant de retirer tous les fonds de l'ONU. Donc bien entendu, tout ce que dit l'ONU maintenant, je pense, est complètement irrélevant. Ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun, je dirais, poids
politique ou économique ou peu importe. L'ONU aujourd'hui continue à parler pour Riyad, continue à essayer de promouvoir cette politique que Riyad a contre tous les pays démocratiques du Moyen-Orient et bien entendu la démocratie en général. L'Arabie saoudite ne veut pas voir le Yémen réaffirmer son droit souverain, son droit démocratique, le droit que les Yéménites ont à vouloir poursuivre des politiques qui leur plaisent et des politiques qui vont déterminer le futur du Yémen. L'Arabie saoudite est un espèce d'État, je ne sais plus maintenant comment définir l'Arabie saoudite parce que c'est un espèce de trou pour des droits humains. C'est même plus un État fasciste à ce niveau-là parce que bien sûr ils ont massacré des milliers de Yéménites, mais aussi en Syrie, en Irak et d'autres pays à travers le monde à promouvoir leur espèce cette religion d'État qu'est le wahhabisme. Et bien entendu, l'ONU continue à s'asseoir sur les droits de l'homme, à s'asseoir sur les droits souverains des États démocratiques pour essayer de protéger l'Arabie saoudite. On sait très bien, je ne sais même plus pourquoi on se pose ces questions. Merci. On s'étonne. C'est une réalité qui a existé depuis très longtemps. Merci. Monsieur de Voled, l'ONU cherche-t-elle à courtiser, à ménager cette fois-ci également l'Arabie saoudite? Comme le dit Mme Chakdam, le problème de l'ONU, c'est qu'elle n'a absolument aucune légitimité en tant que, partenaire neutre dans cette affaire. Elle dépend financièrement, effectivement, des États du Golfe. Et à partir de là, elle met en œuvre des postures qui sembleraient être dignes de son mandat en tant qu'arbitre, mais elle ne peut pas avoir de moyens de pression sur l'Arabie saoudite. Donc c'est ce qui explique pourquoi la résistance yéménite a pris les leçons qui s'imposaient et a passé à l'étape supérieure, parce que de son côté, elle a aussi le soutien du peuple, certes, mais le peuple, pour l'instant, a besoin aussi de pouvoir compter sur une gestion du pays au quotidien, et ce qui sous-entend donc qu'il faut qu'il y ait un gouvernement en place, qui soit le plus vite possible avalisé par le Parlement, afin de pouvoir se mettre au travail. Il y aura donc un plan militaire, les opérations militaires se poursuivront, mais il faut aussi développer une économie de résistance au jour le jour qui permette aux gens de survivre à travers cette période des plus sombres. Madame Chakdam, M. de Voled vient de soulever un point très important. La formation de ce gouvernement a également comme objectif d'alléger cette pression économique sur le peuple yéménite, pression économique due, il faut le dire, à cette guerre d'agression menée contre ce pays. Alors, le peuple yéménite est arrivé, comme l'a dit M. de Voled, si je l'ai bien suivi, que voilà, a bien compris qu'il ne peut pas placer son espoir dans l'ONU. C'est pourquoi il y a eu en fait la formation de ce gouvernement de salut national pour mettre en place également des mesures économiques, pour en fait résoudre des problèmes d'ordre économique du pays également. Non, tout à fait. Le Yémen aujourd'hui existe dans une espèce d'état de résistance et bien sûr ça inclut l'économie du Yémen. Mais le Yémen n'est plus seul maintenant à vouloir vraiment imposer cet nouvel état d'être, je dirais, en résistance. La Syrie le fait, l'Irak le fait. Et bien, je pense qu'il y a une espèce de mouvement maintenant qui est vraiment en train de se former à travers le Moyen-Orient et je dirais même plus le monde islamique, où vraiment vous avez des pays comme le Yémen, comme la Syrie, comme l'Irak, qui ont bien compris que la communauté internationale n'est pas là pour les aider. L'ONU n'a plus vraiment un rôle à jouer sur le plan international et bien entendu, il va falloir résister l'impérialisme, résister l'Arabie saoudite et cette espèce de désir de complètement reformer pas seulement la religion ou même le droit que les peuples ont de choisir leur religion, mais vraiment cette espèce de régime politique qui, c'est même plus du fascisme, c'est au-delà de ça, c'est quelque chose de complètement abominable. Et le peuple du Yémen n'a vraiment aucun choix mais que de résister. Et bien entendu, cette espèce de résistance économique va absolument reprendre sa place, je dirais. Ils vont redéfinir
de nouveaux paramètres. Mais c'est quelque chose, par exemple, que l'Iran a fait depuis 1979. Et j'imagine que le Yémen va vraiment, peut-être pas complètement se coller à l'exemple de l'Iran, mais vraiment s'inspirer de l'Iran, s'inspirer de la Syrie, s'inspirer de l'Irak et va réinventer ses institutions économiques, ce que je pense est un développement très positif parce que ça prouve que la démocratie marche quand le peuple le supporte. Merci. Monsieur De Volé, en fait, dès le début de cette agression de cette guerre d'agression lancée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen, il y a eu ceux parmi en fait les pays occidentaux qui se sont malheureusement rangés du côté de l'agresseur. Parce qu'en fait, le pays agresseur, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, leur avait promis d'en finir avec la résistance yéménite dans quelques semaines, dans un espace de quelques semaines, mais c'est le contraire de cela qui s'est produit, c'est l'agresseur qui s'est enlisé actuellement au Yémen, qui subit en fait les conséquences de cette guerre lancée contre le Yémen. Maintenant aussi, ces mêmes pays occidentaux insistent en fait sur le soutien à un président démissionnaire en fuite qui a perdu toute sa légitimité, c'est-à-dire M. Hadi. Pourquoi une telle attitude de la part des pays occidentaux, M. De Volé? La réponse est très simple, c'est que toutes les classes politiques occidentales sont dans la poche des Saoudiens et des Qataris. Ils ont acheté tout ce personnel politique et ces derniers donc exécutent les ordres qui sont peut-être pas formulés de façon explicite, mais en tout cas de façon implicite à laisser donc l'Arabie Saoudite faire ce qu'elle veut, quitte à ne pas prendre en compte le fait que l'Arabie Saoudite n'est pas une puissance militaire, en tout cas si c'était le cas on le saurait, et qu'en face on a des gens qui se battent pour leur vie, pour le futur de l'avenir de leurs enfants, pour leur dignité, et on a en face des gens qui ne semblent pas comprendre que la dignité est pour beaucoup de gens bien plus importante que le statut et le court-termisme. Et c'est pourquoi cette arrogance qui les aveugle finit par se retourner contre eux, parce qu'ils sous-estiment complètement non seulement la persévérance, la persistance dans la résistance, mais aussi le fait que quand des gens n'ont rien à perdre et qu'ils se liguent ensemble pour sauver ce qui peut être sauvé, sauver l'avenir de leurs enfants, sauver leur dignité, sauver tout le travail des gens qui sont venus avant eux, et ben voilà, on peut faire des miracles, on peut déplacer des montagnes. Et je crois que la coalition des pays du Golfe et de leurs valets occidentaux est en train de découvrir cette réalité de la façon la plus amère. Merci. Madame Chakdam, en fait, je viens de le dire tout à l'heure en début d'émission, le leader d'Ansarallah, M. en fait, Abdul Malik al-Houssi, a appelé les Yéménites à organiser une manifestation en guise de soutien à ce nouveau gouvernement de salut national qui vient d'être formé. Dans le même temps, le chef du comité suprême de la résistance du Yémen a appelé les Yéménites à poursuivre la résistance face à l'agression. Madame Chakdam, peut-on dire que le peuple yéménite a bien compris, s'est bien rendu compte du fait que son avenir politique, économique et autres est lié à cette résistance, à la poursuite de la résistance? Je dirais que si vous parlez du nord du Yémen, je dirais oui, parce que le nord du Yémen comprend vraiment que l'Arabie Saoudite, qu'ils ont souffert pendant des décennies, hein, c'est pas seulement pendant cette guerre-là. Le nord du Yémen comprend ce risque que l'Arabie Saoudite continue à représenter pour le Yémen. Il faut quand même qu'on se rappelle que l'Arabie Saoudite a volé, quand je dis volé, a vraiment volé plusieurs provinces qui appartiennent au Yémen.
qui maintenant forment le sud de l'Arabie saoudite. Et bien entendu, tous les Yéménites du nord comprennent qu'il faut qu'ils résistent, et c'est ce qu'ils ont fait pendant presque déjà 2 ans. Et ils vont continuer à résister, parce que je ne pense pas que pour le Yémen, il y ait un autre choix maintenant. C'est vraiment, c'est ça ou mourir. Donc résister est devenu une raison d'exister, vraiment. Maintenant, le sud du Yémen est vraiment quelque chose de complètement différent, parce que le sud du Yémen n'a pas vraiment souffert sous le joug de l'Arabie saoudite et continue à exister en espèce d'état de colonialisme. Et par ça, je veux dire que le sud du Yémen a toujours été envahi, n'a vraiment jamais été indépendant. Et ne se comprend pas comme vraiment à part entière du Yémen. Donc c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, par exemple, la ville d'Aden, qui est au sud, qui est maintenant sous contrôle de l'Arabie saoudite. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une différence très très claire entre le sud du Yémen et le nord du Yémen. Le nord du Yémen va continuer à résister. Le sud, je ne sais pas, parce que le sud, c'est vraiment soumis au wahhabisme. Al-Qaïda opère au sud du Yémen. On sait très bien. On sait très bien pourquoi aussi, parce que l'Arabie saoudite occupe ces territoires. Donc c'est vraiment très compliqué pour le Yémen. Donc vraiment, je pense que le grand problème que ce gouvernement va avoir, c'est de vraiment réconcilier le nord et le sud et essayer de recréer ce que le président Ali Abdallah Saleh a fait, c'est-à-dire de réunir ces deux entités politiques et vraiment les faire redevenir une nation unie. Je pense que ça va être très difficile à faire. Merci beaucoup. Monsieur Tedevoli, en fait, à propos du Yémen, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'à propos de cette guerre d'agression, peut-être on peut remporter militairement une guerre, une bataille, on peut peut-être détruire par des moyens militaires les plus sophistiqués les infrastructures dans notre pays, mais il est impossible, le peuple yéménite l'a montré, M. Tedevoli, qu'il est impossible de vaincre, si vous voulez, une nation, surtout s'il s'agit d'une nation yéménite qui est bien déterminée, qui est bien, en fait, déterminée à poursuivre la résistance face à cette agression. N'est-ce pas, M. Tedevoli? Oui, tout à fait. J'ajouterais que le peuple yéménite a déjà remporté la victoire. Cette réalité à laquelle nous assistons n'aurait jamais été envisageable il y a encore 2 ans. Ça n'aurait dû être qu'une formalité selon le discours officiel. Et ce à quoi on assiste, c'est le contraire. Tous les plans, toutes les prédictions ont été déjouées et la situation est dans un état de flot qui rend la situation politiquement parlant pour les Saoudiens de plus en plus imprévisible. Alors d'un côté, ou alors ils adoptent une position réaliste, auquel cas ils accordent leurs droits au peuple yéménite et c'est une défaite pour eux, qui pourrait ensuite avoir des conséquences beaucoup plus larges dans le futur. Ou alors ils continuent la politique d'agression actuelle, sachant que ça n'a donné aucun résultat et ça ne va faire que renforcer l'esprit de résistance du peuple yéménite et auquel cas, politiquement, les élever encore plus haut qu'ils ne le sont actuellement. Donc les Saoudiens sont dans une situation où ils ne peuvent pas gagner, quelle que soit la stratégie qui soit la leur. In fine, la seule hypothèse qui aurait été la leur, c'eût été que le conflit se termine rapidement par un déferlement rapide et concentré de bombardements qui brise rapidement et de façon irrémédiable l'esprit de l'épine dorsale de la résistance. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, c'est un conflit dans lequel ils sont enlisés. Les Américains vont certainement de plus en plus prendre leur distance et ils vont se retrouver isolés de plus en plus dans la région. Monsieur Arnaud Tedevoli, avocat international, analyste politique, merci beaucoup d'être avec moi pour cette émission depuis Beyrouth. Mes vifs remerciements vont également à Mme Catherine Chaktam, directrice de programme pour Chafarna, qui a été avec nous pour cette émission depuis Londres. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.